20h30 à Paris, vous êtes toujours dans l'essentiel sur France 24. Dans un instant, on va plus loin avec ce soir Ziad Limam. Bonsoir, directeur d'Afrique Magazine, avec ce numéro de février consacré à Donald Trump. Ça tombe bien, on va en parler. Ou comment le président des États-Unis, conscient de l'enjeu stratégique et migratoire que représente l'Afrique, veut aussi imposer sa Lex Americana, c'est à lire. Donc, et puis avec vous, Karim Yayaoui, grand reporter, chroniqueur international ici à France 24. Friedrich Merz est en Chine et au premier jour de sa visite, le chancelier allemand a plaidé pour une relation plus juste, plus équilibrée avec le premier de ses partenaires commerciaux, alors que le déficit commercial entre Berlin et Pékin se creuse. 1h47 à se féliciter. Donald Trump a tenu la nuit dernière son traditionnel discours sur l'état de l'Union, le plus long de l'histoire. À défaut d'annonces, des attaques contre ses adversaires et un bilan de sa première année à la Maison-Blanche glorifié. Redressement historique, nouvel âge d'or, ce sont ses mots. Sa visite est avant tout économique. Friedrich Merz est en Chine pour 2 jours. Le chancelier allemand, accompagné d'une trentaine d'industriels, rencontre notamment le président chinois Xi Jinping. Si Pékin est le premier partenaire commercial de Berlin, il s'agit toutefois de savoir comment réduire la dépendance allemande. Parce que si la Chine achète de moins en moins de produits allemands, les consommateurs allemands, eux, achètent de plus en plus de marchandises chinoises. Marc Pope. Pour sa première visite en Chine, le chancelier allemand se mue en champion du Made in Germany. Friedrich Merz plaide pour une coopération plus juste avec Pékin, son principal partenaire commercial. Nous devons veiller à ce qu'aucun déséquilibre n'apparaisse dans les relations germano-chinoises. Les deux parties doivent éviter les risques pouvant résulter d'interconnexions de plus en plus étroites et de dépendances unilatérales. Cela vaut en particulier pour les chaînes d'approvisionnement, les technologies et les matières premières. Au cœur des discussions entre Friedrich Merz et Xi Jinping, les règles de concurrence, l'accès au marché, ainsi que la sécurité des approvisionnements en terres rares, primordiales pour de nombreuses entreprises allemandes. Très dépendante des exportations, la première économie européenne a vu les ventes de ses constructeurs automobiles diminuer drastiquement. Elle doit faire face à la compétition chinoise dans la haute technologie. La coopération sino-allemande est mutuellement avantageuse et a apporté des bénéfices concrets aux populations des deux pays. Les deux parties devraient défendre les principes de respect mutuel, d'égalité et de coopération gagnant-gagnant afin de promouvoir un développement accru des relations sino-allemandes. Le chancelier allemand est d'ailleurs venu accompagner de nombreux grands patrons, dont ceux de Volkswagen, BMW et Mercedes. L'année dernière, le déficit commercial de l'Allemagne avec la Chine a augmenté de plus de 22 milliards d'euros pour s'établir à 89 milliards. Ziad, l'Allemagne s'est laissée prise de court finalement par la concurrence chinoise ces dernières années. Elle l'a sous-estimée, cette concurrence chinoise ? Non, je pense que c'est l'histoire en marche. Alors après, des fois, on ne la voit pas passer devant nous. C'est clair que l'Allemagne a beaucoup bénéficié de la Chine fragile, de la Chine en construction, de la Chine émergente, de la Chine d'il y a 10 ans déjà. Les machines-outils, les voitures, l'électronique, tout ça, on en vendait des masses et on pouvait aussi se permettre un petit peu de gloriole en Europe en disant on est les meilleurs, on est les plus forts, regardez ce qu'on fait, etc. Et la réalité, c'est que les Chinois ont fait ce qu'ils ont fait un peu partout, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la chaîne de valeur. D'importateurs, ils sont devenus constructeurs. De constructeurs, ils sont devenus exportateurs. Et pas que de voitures et de machines-outils, mais ce flux qui finançait les exportations allemandes s'est réduit, s'est tari progressivement. Et ça a des impacts assez sérieux parce que dans l'industrie automobile, on parle de 100 000 emplois perdus. Dans l'industrie chimique, on parle d'usines qui ferment ou d'exportations qui baissent. Donc ça a des impacts politiques en Allemagne avec la montée d'un certain populisme, de l'extrême droite, le modèle est cassé, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc voilà, l'histoire a changé. La Chine est devenue une superpuissance. La Chine exporte en Europe. Et l'Allemagne, qui par ailleurs, ça leur pose un problème psychologique et philosophique, c'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui sont par nature libre-échangistes, c'est plutôt des gens qui sont un peu perso en matière européenne dès qu'il s'agit de commerce extérieur. Et là, on se rend bien compte qu'ils auraient besoin de s'aligner un tout petit peu sur la France et d'autres en termes de protection. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe
soit un marché, mais un marché relativement régulé et un marché protégé. Et donc les Allemands qui n'aiment pas ce jeu collectif, dès qu'il s'agit de leur business, ils sentent bien qu'il va peut-être falloir rentrer dans une forme de cohésion européenne pour pouvoir se mettre à niveau par rapport à cette Chine puissance qui a plus besoin d'eux. D'ailleurs, on souriait de la langue de bois absolument stupéfiante de la représentante du ministère des Affaires étrangères. On vous a bien eu et voilà, quoi, c'est bon. Karim, précisément sur cette différence d'approche que peut avoir l'Allemagne, on voit que là, Friedrich Merz veut essayer non pas forcément de calmer les choses, mais en tout cas d'avoir une relation stable avec son allié chinois, là où, par exemple, Emmanuel Macron, en décembre, quand il est rentré de Pékin, lui, n'excluait pas de menacer, en tout cas, il menaçait la Chine de produits de droits de douane supplémentaires. Ouais, il avait haussé le ton il y a quelques mois, Emmanuel Macron, et il avait menacé la Chine de droits de douane assez rapides. Dans les prochains mois, il avait dit, pour tenter... pour pousser la Chine à mettre en place des mesures pour réduire ce déficit commercial qui ne cesse de se creuser avec l'Union européenne. Mais Emmanuel Macron, à l'époque, avait aussi souligné la difficulté de faire front commun et il avait évoqué l'Allemagne et les grandes difficultés à s'accorder avec les Allemands sur cette question-là. Il avait dit on n'est pas encore totalement sur la même ligne, ce qui est un doux euphémisme. C'est vrai que la tonalité de Friedrich Merz est un petit peu différente. Il a souligné qu'il y avait des défis considérables avec la Chine, mais en même temps, nous évoluons dans un cadre remarquablement bon, c'est les termes qu'il a utilisés. Donc c'est pas la même tonalité, mais tout de même, il y a des inquiétudes majeures du côté de l'Allemagne, notamment en ce qui concerne l'industrie automobile. Et c'est vrai que l'Europe a fait preuve d'un petit peu d'aveuglement. Lorsque les premiers véhicules chinois ont commencé à émerger, ils étaient mal finis, ils ressemblaient, c'était des pâles copies d'un certain nombre de véhicules européens, mais en fait, le gap a été très rapidement rattrapé par la Chine. Aujourd'hui, ils proposent des véhicules qui n'ont rien à envier aux véhicules européens. Et ça, on l'a pas vu venir. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec le Japon dans les années 60-70, lorsque l'industrie automobile avait déferlé sur les États-Unis et sur l'Europe dans une moindre mesure. À l'époque, on disait ouais, ils sont pas capables de fabriquer des voitures aux standards européens. Ils ont montré qu'elles étaient parfois bien supérieures aux voitures qu'on concevait dans le vieux continent. On voit aussi que... alors, il y a aujourd'hui l'Allemand Friedrich Merz, il y a eu le Français Emmanuel Macron, il y a eu aussi le Finlandais Orpo qui se sont rendus en Chine. On voit que l'Europe a un peu de mal à défendre précisément ses intérêts face à ses exportations. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cohérence globale. On l'a vu entre la France et l'Allemagne, mais on pourrait citer d'autres pays. Je vais vous citer une citation de l'ancien ministre chinois des Affaires étrangères, une citation qui date de 50 ans. Il existe certes en Europe une tendance à l'union, mais elle est encore très insuffisante. On pourrait exactement redire la même chose aujourd'hui. À l'époque, on se demandait si l'Europe était en capacité d'être une force face aux deux grands blocs soviétiques et américains, mais aujourd'hui c'est la même question dans un monde plus éclaté et multilatéral. En tout cas, l'Europe ne s'est pas préparée parce qu'elle n'a pas réussi à s'accorder avec ses intérêts qui sont les intérêts généraux qu'on pourrait avoir ensemble et a toujours réfléchi en fonction d'intérêts nationaux et c'est ce qui l'a profondément fragilisé dans le domaine économique. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie dans le domaine de la défense, c'est exactement le même schéma qui s'est produit. On s'est adossé aux États-Unis, à l'OTAN, sans véritablement construire de défense commune, qui est un serpent de mer. Et en fait, c'est un petit peu la même logique qui existe au niveau économique. Cette incapacité, malgré les défis majeurs, malgré le fait qu'on est persuadé qu'en étant tous ensemble, on serait plus fort, eh bien, on est toujours incapable de le faire. Et c'est d'autant plus vrai, Ziad, que la Chine est incontournable dans ce monde que vient bousculer Donald Trump avec ses droits de douane. On se tourne aussi d'autant plus vers la Chine comme un partenaire peut-être plus fiable que les États-Unis ? Je veux dire, on est quand même... sur un plan stratégique, on est quand même, malgré Trump, on est quand même encore relativement atlantiste et on sent bien que les intérêts de long terme sont plutôt là. Après, on est aussi très conscient que la Chine est un marché, que c'est la première économie en volume, à peu de choses près, du monde, qu'elle est un partenaire stratégique aussi pour la paix en Asie, en Orient, Taïwan, etc. Et que donc les Européens qui ont par nature l'habitude d'aller
à la conquête de marché et de développer justement ce qu'on sait faire, c'est-à-dire d'être des acteurs commerciaux et commerçants, ça on sait faire. Après, l'unité, c'est très important parce qu'eux, ils sont puissants, mais ils sont aussi... il ne faut pas qu'on ait aussi l'impression de cette Chine, moi je suis toujours un petit peu de cette Chine surpuissante qui n'a aucun problème, qui est capable de tout conquérir. Un des problèmes de l'automobile, c'est la guerre à mort entre constructeurs chinois qui s'étripent littéralement, qui font baisser leurs coûts et qui exportent par paquet des voitures à prix cassé et qui viennent concurrencer une industrie européenne qui s'est longuement assise sur ses lauriers pendant des années et qui n'était pas prête. Ce qui est très intéressant avec l'Allemagne, parce que quand même c'est la première économie d'Europe, c'est quand même une économie très 20e siècle. Ils sont restés très longtemps dans le module machine-outil, chimie, acier, voiture, etc. Ils se sont quand même beaucoup moqués des spenders, les Français, les Italiens, etc., les Espagnols, et bon, les Grecs, ça a été vraiment un vrai drame. Mais ils ont été moins flexibles et moins souples. Et donc là, par rapport à la France, par exemple, les Français ont une politique chinoise qui est déjà plus structurée. Merz ne connaît pas la Chine, je crois qu'il est allé une fois dans sa vie ou 2 fois. Macron est allé la première fois. Oui, Macron est allé plusieurs fois. On a cette habitude, on a ce lien, et on a finalement des économies qui sont un peu plus diversifiées que le modèle allemand qui, lui, a vraiment un vrai souci de transition du 20e au 21e siècle et de sortir de ces produits d'exportation classiques pour être... c'est pour ça qu'il y a eu la fameuse bataille sur les voitures électriques 2030, pas 2030, parce qu'ils ne sont pas prêts. Les constructeurs allemands dont on disait que c'était les rois du monde, les noms BMW, Porsche, ils ressortent des modèles diesel en ce moment. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Et en plus, dans un marché où on vend de moins en moins de voitures, donc même en Europe. Alors, c'est une visite essentiellement, voire purement économique, même si le chancelier allemand Friedrich Merz dit vouloir parler tout, Karim, y compris de l'Ukraine, car on sait que, évidemment, Pékin n'a jamais condamné la guerre en Ukraine et on connaît aussi les liens entre la Russie et la Chine. Alors il a tout de même demandé à ses interlocuteurs de tenter de peser sur les Russes pour arriver à une solution négociée, à une paix possible. Il a aussi souligné la nécessité que la Chine arrête de vendre un certain nombre de produits qui ont une double utilisation, à la fois civile et militaire. Alors la Chine, comme d'habitude, a répondu que leur doctrine, c'était qu'il fallait qu'il y ait dialogue et négociation, pas plus que ça. Mais en réalité, on sait que la Chine a fourni beaucoup, notamment de batteries au lithium et notamment de composants de drones. Il y a une usine qui est en Russie et qui fabrique des drones. Il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, ils fabriquaient à peu près 400-500 pièces par mois. Ils sont passés de 40 à 60 000. C'est tout simplement impossible sans l'aide de la Chine et sans l'aide des composants que les Chinois leur donnent. Ziad, on ne peut rien attendre de cette visite sur l'Ukraine ou une quelconque déclaration chinoise qui... D'abord, ils n'en font pas, ni là, ni là, ni là, donc il n'y a pas de raison qu'ils en fassent aujourd'hui. Et ils ont suffisamment montré au monde que leur alliance avec la Russie était dans un contexte plus global qui est celui de leur compétition avec l'Empire américain. Donc ça, c'est clair et net, et les Européens ne sont pas perçus probablement comme étant un acteur majeur. À la nuance près que, encore une fois, je ne suis pas dans les secrets de la place rouge, mais ils doivent être quand même assez surpris de la résilience européenne. Ils doivent être assez surpris du fait qu'on investit, qu'on met de l'argent, qu'on essaye de soutenir. Et malgré tout, même si ce n'est pas un coup direct pour la Chine, malgré tout, ça pèse un peu. Et de se dire que ces Européens qui, soi-disant, étaient avant tout un supermarché, mais finalement, ils ont une doctrine stratégique, ils tiennent le choc de cette guerre en Europe, ça doit interpeller à la marge le leadership chinois. On va en venir, si vous le voulez bien, à ce tableau idyllique de l'Amérique qu'a dressé pendant 1h47 Donald Trump devant les parlementaires américains. Un traditionnel discours sur l'état de l'Union où il a vanté sa première année de mandat à la Maison-Blanche. L'âge d'or promis lors de son investiture est à portée de main, assure-t-il, même si la réalité ne lui donne pas forcément raison. Alexandra Corini. Acclamé comme une rockstar, Donald Trump fait son entrée au Congrès. Merci beaucoup à tous, c'est vraiment un honneur. Pendant 1h47, il s'est adressé aux Américains, un record pour un discours sur l'état de l'Union
Une prouesse qui ne tient pas aux annonces peu nombreuses du président, mais plutôt à ses talents d'orateur et à sa capacité à s'auto-congratuler, notamment sur l'économie. Notre nation est de retour, plus grande, meilleure, plus riche et plus forte qu'avant. La lutte contre l'immigration illégale est aussi une grande source de fierté. Ovationné longuement sur son bilan, le président voudrait aller encore plus loin et rendre obligatoire la présentation de documents d'identité dans les bureaux de vote. Il appelle les membres du Congrès à soutenir sa réforme. Le Congrès devrait s'unir et adopter dès maintenant cette législation de bon sens qui sauvera le pays. Selon Donald Trump, les scrutins seraient faussés par le vote de personnes en situation irrégulière, une affirmation non sourcée, dénoncée comme d'autres par les démocrates. J'ai trouvé que c'était un état de délire, c'est tout ce que j'ai à dire. Le parti d'opposition a chargé la gouverneure de Virginie de prononcer le traditionnel droit de réponse. Elle a notamment insisté sur le coût de la vie pour les Américains. Les coûts sont trop élevés dans les domaines du logement, de la santé, de l'énergie et de l'éducation. Et je sais que ces mêmes discussions ont lieu partout dans le pays. Les démocrates fustigent un président déconnecté et interpellent les Américains sur les méthodes de l'ICE, les licenciements massifs dans les administrations et la gestion de l'affaire Epstein. Un discours d'autosatisfaction, on parle de redressement historique, d'âge d'or. Je le disais, on n'hésite pas à déformer la réalité parce que sa cote de confiance, par exemple, est en berne et que son bilan économique n'est peut-être pas si bon que ça. Alors, la cote de confiance est en berne et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le discours s'adresse quand même à une partie de l'Amérique, à son Amérique. On n'a pas parlé d'Ukraine, on n'a pas parlé de Chine, on n'a pas parlé demain peut-être un conflit majeur au Moyen-Orient qui risque d'entraîner des pertes en vie humaine, y compris majeures, et peut-être aussi pour des soldats américains. Donc tout ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est je suis un très bon président pour les États-Unis et pour vous qui m'avez élu et qui votez pour moi. Mais que pour vous qui votez pour moi, parce que le discours vis-à-vis de l'opposition est d'une brutalité et d'une violence absolue. Vous êtes responsable de tout. Biden, l'escroc. L'inflation, c'est vous. La crise économique, c'est vous. Les juges de la Cour suprême en ont pris pour leur grade. Oui, alors il a dit malencontreux. Regrettable. Il n'a pas dit traître, ce qu'il avait dit il y a une semaine. Et puis, donc il y a ce côté, on est les meilleurs, mais c'est un discours qui s'adresse encore une fois vraiment au Parti républicain, qui est pourtant lui-même un peu fissuré. Et je pense que c'est un discours de pré-campagne. En allant vers les midterms, parce que c'est la vraie... vous allez voir, ça va se durcir de plus en plus. Pas un mot sur les deux victimes de ICE, même pas un mot de président. C'est-à-dire, on voit bien qu'il faut dresser un portrait de cette Amérique à l'électorat MAGA, qui reste quand même assez cohérent, je pense, et rentrer dans la campagne progressivement des midterms, qui va être d'une violence absolue. Je pense qu'on va vraiment, on va le sentir. Plus qu'un discours de l'État de l'Union, c'était un discours de campagne. Clairement, il s'en est pris énormément aux démocrates, les accusant de tous les maux. Joe Biden et toute la galaxie démocrate qui a mis le pays dans une situation catastrophique au niveau des dépenses de santé, au niveau de l'immigration pour laquelle Donald Trump estime que les démocrates sont responsables. Il s'est amusé un petit jeu aussi. Il a demandé à l'assistance de se lever si elle pensait que le premier devoir d'un gouvernement, c'était de protéger les citoyens américains et non pas les irréguliers, les gens qui n'ont pas vocation à être sur le territoire. Les démocrates sont restés assis. Honte à vous, a-t-il lancé un piège assez énorme, mais bon, c'est du Trump tout craché, mais en tout cas, ça montre à quel point il est dans une logique d'affrontement, parce qu'il sait que ces élections de mi-mandat, les sondages, vous l'avez dit, montrent qu'il sera sans doute en grande difficulté. 65% des citoyens désapprouvent sa politique en matière économique, donc c'est tout simplement énorme. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans une logique de pré-campagne où il accuse déjà de tricherie ses opposants démocrates. Il a encore parlé récemment du vote électronique qu'il ne juge pas fiable, de la nécessité de présenter une pièce d'identité, puisque dans certains États on peut voter sans pièce d'identité. En tout cas, il prépare déjà
une logique d'affrontement où les dés seraient pipés en sa défaveur, comme d'habitude. Mais c'est assez inquiétant par rapport aux élections de mi-mandat, parce qu'on se souvient que sa défaite face à Joe Biden avait provoqué l'irruption dans le Capitole de hordes de Trumpistes. Que se passera-t-il aux élections de mi-mandat si c'est un revers majeur pour le président américain? Et dans un contexte où les démocrates peinent aussi à faire entendre leur voix, en tout cas de manière unifiée. Oui, c'est vrai. Ils ont semblé un petit peu sonner dans les premiers mois qui ont suivi l'élection de Donald Trump. On les a entendus assez peu. Peut-être que le gouverneur de Californie a été un petit peu plus vocal. Mais là, ils reprennent un petit peu, on va dire, de poil de la bête, puisqu'il y a eu certaines élections qui ont vu la victoire de gouverneurs démocrates, notamment du côté de Miami. Ça, c'était la mairie de Miami, plutôt. Et on a vu aussi la victoire d'un maire à New York, un maire démocrate, Zoran Mamdani. Alors Zoran Mamdani pourrait-il être une figure pour l'avenir? Pas forcément, parce qu'il incarne quelque chose qui peut fonctionner à New York, mais qui est peut-être inquiétant pour une autre partie de l'Amérique. Et le problème des démocrates, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de figure charismatique pour véritablement mener la bataille. Et ils sont pris entre un Zoran Mamdani qui est très, très à gauche et qui se prête aux critiques des républicains qui vont l'accuser d'être un communiste et un radical. Et en même temps, certaines figures qui sont plus associées à Joe Biden, donc à la politique à l'ancienne. Et finalement, entre ces deux espaces-là, il faudrait qu'une figure émerge pour véritablement être un leader au sein des démocrates. Mais pour l'instant, Donald Trump semble creuser sa propre tombe, tant sa politique est erratique et tant les promesses qu'il a fait à une partie de l'électorat MAGA, notamment sur l'économie et le pouvoir d'achat, n'ont pas été tenues. Alors, il est assez rare dans un discours de l'État de l'Union, Ziad, de parler international. C'est ce qu'a fait légèrement Donald Trump en évoquant l'Iran, par exemple, en l'accusant, alors que demain se tiennent des pourparlers à Genève entre Iraniens et Américains. Il accuse l'Iran de développer des missiles incapables de détruire l'Europe, capables de détruire les bases américaines. Il en a remis une couche, tout en, dans le même temps, se disant prêt à la diplomatie. Ce sont ces termes. Non, mais c'est l'ambiguïté dans laquelle on est depuis plusieurs semaines. D'abord, le fait d'en parler aussi peu. Il y a 4 phrases où il dit, en gros, ils ont des missiles capables de nous toucher et jamais je ne laisserai un État terroriste avoir l'arme nucléaire. OK, très bien. Ça, on savait. Vous assemblez la plus grande armada depuis la guerre d'Irak, depuis l'invasion de l'Irak. Vous menez des discussions en parallèle. On sent bien qu'il y a une vraie ambiguïté chez Trump, parce que est-ce que c'est le moment aussi, dans un climat politique où on rentre, encore une fois, dans une séquence très interne aux États-Unis, progressivement, est-ce que c'est le moment d'ouvrir un front dont certains de ces généraux lui disent on ne sait pas si c'est maîtrisable, contrôlable, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est pas le Venezuela. C'est pas le Venezuela, on ne sait pas si ça ne va pas se déglinguer complètement. Les alliés des Américains dans la région sont vent debout contre cette opération, donc que ce soit les Saoudiens, que ce soit les Qataris, que ce soit les Émiratis, tous ces gens-là sont contre. On ne sent pas une mobilisation, alors nous on ne nous demande pas vraiment notre avis, mais on n'entend pas vraiment ça non plus en Europe en tant qu'alliés de l'OTAN. Donc on sent qu'ils y vont un peu tout seuls, et ce monsieur est quand même... il a beaucoup de défauts, mais il a un sens assez précis du danger. Il sait le manipuler. Et donc, le fait qu'on traîne sur une décision montre à quel point, au plus haut, il y a pas de je pense qu'il n'y a pas de décision. Après, je peux parfaitement me tromper. Et les avions peuvent voler ce soir parce que d'un seul coup, ça aura shifté. Quitte à jouer sa crédibilité, parce que est-ce qu'il ne joue pas un peu sa crédibilité en ménageant un peu la menace et la diplomatie comme il le fait non, ici et là? je pense qu'ils ont pensé que les Iraniens iraient plus rapidement à la négociation. Les Iraniens, ils ont l'habitude de ce type de négociation. Et puis surtout, c'est des gens qui sont dos au mur. C'est-à-dire une capitulation en rase campagne, c'est la fin du régime, en gros. Ouais. Donc on ne capitule pas, quitte à y aller, allons-y. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça a perturbé le raisonnement américain. Après, c'est pas sûr aussi que toute l'administration soit alignée. Je veux dire, on sait qu'il y a différentes écoles en ce moment, mais ouvrir une guerre aujourd'hui
il y a aussi des problèmes logistiques. On apprend que c'est pas sûr qu'ils aient suffisamment de munitions pour tenir plus de temps. Il y a des gens qui se moquent un peu d'eux sur les toilettes du fameux porte-avions Gerald Ford. Voilà, on est allé très vite en disant on va faire la guerre, ça va être génial, on va régler ce problème. Et on s'aperçoit tous les jours que c'est pas si simple de faire la guerre. C'est pas si simple de la gagner, c'est pas si simple d'en sortir. Et c'est pas si simple de sortir non plus de cette guerre en Ukraine qui dure maintenant, qui est entrée dans sa 5e année. Il n'en a pas été question du tout lors de ce discours sur l'état de l'Union. Oui, et pourtant, c'était un triste anniversaire de ce conflit qui a débuté en février 2022. En tout cas, l'offensive à grande échelle, puisque la guerre du côté du Donbass avait commencé 10 ans avant. Et c'est vrai que Donald Trump l'a très peu, n'en a pas parlé. Il a peut-être cité une fois l'Ukraine dans son discours. De toute façon, il a parlé de l'international seulement à partir de la 75e minute. Donc, c'était vraiment pas le sujet pour le président américain. Il s'en détourne un peu parce qu'il a le sentiment que les choses n'avancent pas franchement. Il est toujours finalement sous la domination d'une lecture russe de la situation, alors qu'on a vu, on en a beaucoup parlé, les Russes ont engrangé très peu de territoire en un an et depuis même le début du conflit. Et pourtant, Donald Trump qui s'était promis, ou plutôt qui avait promis de régler ça en quelques heures, aujourd'hui, c'est plus un sujet pour lui. Et malheureusement pour les Ukrainiens, c'est un sujet qui est passé à la trappe côté américain. De toute façon, l'aide américaine s'est interrompue quasiment au moment où Donald Trump a été élu. Les Ukrainiens profitent toujours du renseignement et des informations que les Américains leur fournissent et du réseau de Elon Musk. Mais clairement, pour Donald Trump, faites la paix ou ne la faites pas, ou vous ne la faites pas. Pour moi, c'est pas ma priorité. Plus mon problème. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Karim Yayaoui. Merci également à Ziad Limam. Dans un instant, la suite, on va plus loin. De l'essentiel, pardon, on va plus loin, c'est fini. La suite de l'essentiel dans un instant avec ce projet de loi constitutionnelle adopté au Sénat sur la Nouvelle-Calédonie. Mais rien n'est encore joué, vous le verrez.